Salut à tous, donc format un peu spécial, euh, puisque c'est une réaction à une vidéo de Charles Gave qui nous explique pourquoi l'euro pose un problème à la France. En s'arrimant quelque part en amont de la création de l'euro au Deutschmark, ce Oui. qu'ils ont voulu faire, on s'est artificiellement aussi collé des dettes, on s'est artificiellement... Surtout, ça a permis d'emprunter à des taux d'intérêt très bas qui n'étaient pas justifiés par les situations de la France. C'est-à-dire que dans le bon vieux temps, quand les socialistes faisaient une imbécilité, ils se heurtaient à ce que Léon Blum appelait le mur de l'argent, c'est-à-dire que le franc se pétait la gueule, les taux d'intérêt montaient, tout le monde se barrait, et à ce moment-là, il fallait que quelqu'un revienne mettre de l'ordre dans la maison. Mais là, on a fait n'importe quoi, comme par exemple la fermeture des centrales nucléaires, la fermeture de tout ça. Et il s'est jamais rien passé dans la monnaie puisqu'on était arrimé au Deutschmark. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'existence de l'euro a permis à notre classe politique d'accumuler les imbécilités. Et oui, comme le dit Charles Gave, nos politiques font des bêtises et sont incités à en faire. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt dans la zone euro sont extrêmement faibles, ce qui incite les pays qui sont pas très rigoureux, donc les pays du Sud, à emprunter, à s'endetter. Et ces taux d'intérêt sont du fait de l'Allemagne et des pays nordiques comme les Pays-Bas qui ont une gestion rigoureuse de leur budget, de leurs affaires, ce qui donne donc une certaine confiance aux marchés financiers et aux investisseurs dans la zone euro, et donc ce qui implique des taux d'intérêt aussi bas. D'accumuler les désavantages pour notre pays, ce qui fait qu'en fin de parcours, on se retrouve avec une économie où il n'y a plus que 9% de la production industrielle, et puis eux, ils n'ont jamais payé le prix. Mais oui, puisque si nous avions eu notre propre monnaie, si nous l'avions gardée, notre monnaie aurait été le reflet de notre économie. Or, là, l'euro est une monnaie assez artificielle pour notre économie. C'est pour ça que notre économie est en pleine débandade et que l'euro ne bouge pas. Parce que l'euro dépend d'autres pays, d'autres facteurs que la France. Et si nous étions en francs et que les politiques étaient les mêmes, l'impact sur notre monnaie, sur notre économie aurait été vachement plus considérable, ce qui entraînerait en France de plus grandes révoltes et de plus grandes sanctions électorales. Ça, c'est certain. Mais l'incompétence, on va dire, oui, de Macron, de nos politiciens, etc., en fait, est couverte par l'euro qui, on peut le reconnaître, a une certaine stabilité là-dessus. C'est-à-dire que l'inflation n'augmente pas autant que cela. Bon, l'inflation, je parle structurelle, hein, pas l'inflation conjoncturelle. Mais si nous étions en francs, les conneries qui ont été perpétrées par Macron auraient eu de grandes conséquences sur notre économie et Macron aurait payé de ses erreurs. La France aurait payé de ses erreurs. Sauf que nous continuons dans l'erreur parce que à court terme, nous n'avons pas les sanctions. Sauf que le système arrive à bout et lorsque l'euro explosera, lorsque le système explosera, là, nous verrons les conséquences des politiques désastreuses qui ont été faites. C'est-à-dire qu'on a vraiment, c'est quand même comme si on avait toujours donné une bonne note à la France alors qu'elle rendait des copies nulles, quoi. Alors, on ne va pas revenir sur la notion de monnaie que tu as expliquée maintes et maintes fois, qui est d'être un intermédiaire d'échange, de constituer une réserve de valeur et de servir d'unité de stock. Mais j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur, dans la perception d'une monnaie, à quoi servent véritablement les taux de change et les taux d'intérêt? Les défenseurs de l'euro passent leur temps à dire oui, l'euro c'est une monnaie stable, il y a un taux d'inflation qui est faible, c'est une monnaie forte, c'est formidable. Sauf que la monnaie ne doit pas être forte parce qu'on dit que c'est bien. En fait, il n'y a pas de vérité absolue en économie et la monnaie doit être un reflet de l'économie du pays en question, comme j'ai dit précédemment. Euh, Regardez la Chine. La Chine a une monnaie qui ne vaut pas grand-chose, qui est très faible. Or, la Chine est la seconde économie du monde. Et à l'inverse, les États-Unis ont une monnaie assez forte et c'est la première économie du monde. Il n'y a pas de vérité absolue. Et l'euro, actuellement, est une monnaie trop forte pour notre économie, ce qui explique le torrent de délocalisation et la non-compétitivité de notre industrie, de notre pays, tout simplement. Ces choses qui ont été bloquées par la création de l'euro. Réexplique aux gens pourquoi ce blocage des taux d'intérêt et des taux de change est en soi criminel. Oui, c'est une question importante, ça. Alors, je vais essayer de réexpliquer ça une fois de plus parce que, encore une fois, la monnaie, c'est un prix. Bon, et donc, votre prix, il faut qu'il s'exerce dans la géographie.
C'est-à-dire, la monnaie, mais ça devrait être l'État français qui devrait correspondre aux atouts de la France, et tels que perçus par les étrangers, tels que perçus par les Français, donc le flux de capitaux, etc. Donc ça, c'est le taux de change. Bon. Et puis, le deuxième, c'est le temps. Et j'ai beaucoup insisté ici sur le fait que le temps était très important dans l'analyse économique, et le taux d'intérêt était très important parce que ça permet de mesurer le risque du temps. C'est-à-dire, encore une fois, si tu dois toucher 1 euro dans 10 ans, ça vaut pas la même chose qu'1 euro aujourd'hui. Donc si les taux d'intérêt sont à 7, allez, dans 10 ans, si tu mets 0,50 aujourd'hui dans ta tirelire, ta banque, et que les taux d'intérêt sont à 7, dans 10 ans, tu auras 1 euro. C'est-à-dire qu'1 euro à recevoir dans 10 ans, ça vaut 0,50 aujourd'hui. Oui. D'accord. Donc c'est ça ce qu'on appelle mesurer le risque du temps. Et pour le capitaliste, c'est une notion très importante parce que, comme lui, il emprunte aussi, il peut faire ses calculs pour savoir quand les recettes qu'il escompte à recevoir dans 10 ans vont être supérieures au taux d'intérêt qu'il va devoir payer. Donc c'est une façon de mesurer tu escomptes en quelque sorte le cash flow que tu vas recevoir et le cash flow que tu vas devoir payer pour les intérêts. Bon. Mais avant la crise, pour maintenir l'euro, cet animal de M. Draghi, là, le patron de la BCE à l'époque, a mis les taux d'intérêt littéralement négatifs. Alors, donc, je viens de te dire que les taux d'intérêt, c'est pour compenser l'incertitude du futur. Mais si tu mets des taux d'intérêt négatifs, ça veut dire philosophiquement que le futur est plus certain que le présent. Ce qui est une imbécilité. Le futur ne peut pas être plus certain que le présent, puisque le futur est par définition incertain que le présent. Bon, il est là. Et donc, pendant 10 ans, on a vécu avec des taux d'intérêt négatifs, de 2012 à 2020. Pour vous donner un exemple, alors mon professeur de SES, un macroniste, mais vraiment maladif, il était fan de Macron, mais j'en pouvais plus, me disait, quand j'étais en classe avec lui, donc c'était vers les années 2019-2020, je ne sais plus exactement, il me disait que les taux étaient négatifs, que la BCE limite donnait de l'argent pour que les banques fassent des crédits, tout simplement, et que c'était l'occasion de s'endetter à mort, quoi, que c'était de l'argent gratuit. Ok, d'accord, mais derrière, la dette devait servir à quelque chose, euh, à générer de la croissance. Or, on a vu du coup que sous Macron, que la dette générée, faramineuse, n'a pas eu les résultats escomptés. Derrière, il n'y a pas eu de croissance forte. Donc, où est passé l'argent? C'est ça la question. Et ça a foutu en l'air toute l'économie, parce que les compagnies d'assurance ne peuvent plus travailler, les banques ne peuvent plus travailler. Donc, on me dit rien n'a changé en Europe. Je leur dis, mais regardez le cours des banques. Le cours des banques était à 700 en 2007-2008, et maintenant il est à 100. C'est-à-dire le cours de l'ensemble des banques en Europe. C'est-à-dire que M. Draghi, pour maintenir l'ensemble de l'euro, a fait s'écrouler le cours des banques de 700 à 100. C'est-à-dire que les actionnaires des banques ont payé un maximum. Donc vraiment, on voit que ces gens pensent qu'ils sont plus malins que le marché, donc ils pensent qu'en contrôlant les taux d'intérêt et le taux de change, ils vont améliorer le système économique. Mais ils ne l'améliorent jamais. Et aussi, Mario Draghi a violé l'esprit des traités européens. Pourquoi? Parce qu'il a fait racheter par la BCE sur le marché secondaire des obligations d'État. Or, un des principes, c'est que la BCE n'a pas le droit de racheter des obligations d'État. Mais il a contourné la règle en le faisant sur le marché secondaire. Autrement dit, indirectement, la BCE a financé les dettes des pays européens. Et ça a été le cas durant la crise Covid. Ce qui a incité les pays du sud de la zone euro à continuer à s'endetter, ce qui a incité Macron à endetter la France, parce qu'il savait que la BCE était derrière pour assurer sur les marchés financiers. Monsieur Attali nous avait dit à l'époque du début de l'euro, vous verrez, l'euro va nous amener une convergence de nos économies et ça va nous permettre d'avoir une croissance décuplée grâce à cette convergence. Or, qu'est-ce qu'on observe depuis la mise en place de l'euro? Que la croissance européenne, globalement, même quand on la scinde pays par pays, n'a jamais été aussi faible. Oui. Il n'y a absolument eu aucune convergence. Et au contraire, les transferts massifs de pays ont été faits à crédit. C'est-à-dire pour maintenir l'euro, pour maintenir l'Italie, pour maintenir la Grèce, pour maintenir tous ces pays-là, l'Espagne, il y a eu des transferts de liquidités absolument énormes. Oui, pour une raison très simple, c'est que tu prends dans le temps, quand il y avait, comme l'Allemagne était, mettons, est efficace, hein,
l'Allemagne était plus efficace que les autres. Donc, ils avaient tendance à avoir des excédents extérieurs. Donc, les Allemands vendaient plus à l'étranger. Donc, ils recevaient des obligations espagnoles en paiement. Et puis, une fois tous les 3 ou 4 ans, la peseta se pétait la gueule et ça remettait les comptes à l'équilibre. Mais aujourd'hui, c'est plus ce qui se passe. Ils reçoivent plus en paiement. C'est-à-dire qu'on a écrit dans les livres une espèce de truc complètement farfelu qui s'appelle les Target, Target 2. Target 2. C'est-à-dire que on dit, alors l'Espagne, elle a eu un déficit avec l'Allemagne. Allez, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une écriture dans les comptes de l'Espagne pour dire qu'elle a un déficit vis-à-vis de l'Allemagne. Et c'est la banque centrale espagnole ou allemande qui portera ce déficit. Donc, il créera de l'argent que d'être rare, j'en sais rien. Et on va voir ces trucs-là. Et donc, il n'y a plus d'ajustement de marché qui se fait. On fait des ajustements sur des écritures comptables. Mais dans le temps, quand le taux de change variait, ça voulait dire que l'Espagne devenait plus compétitive vis-à-vis de l'Allemagne. Mais là, ça ne veut pas servir du tout. Ça veut juste dire que la dette, elle est là. On l'a pas épurée, elle est toujours là. Et donc, on a bâti un système où la dette monte à l'infini et où l'ajustement se produit jamais. Et on appelle ça les targets. Un target, ça veut dire un objectif. Donc, c'est un objectif faire la connerie, quoi. Donc, on a bâti une usine à gaz où rien ne marche. Et chaque fois que vous ouvrez un tiroir, vous trouvez une autre imbécilité. Et vous vous dites, mais pourquoi ils ont fait ça? Ça peut pas marcher. Et alors, quelque chose d'autre qui est assez significatif quand on regarde, c'est les productions industrielles en basse c'est effrayant, ça. Depuis le passage à l'euro. Je vous ai trouvé un petit graphique que vous pouvez retrouver facilement sur Internet, et même vous pouvez en trouver d'autres avec d'autres pays européens. Donc un petit graphique qui illustre l'évolution de la production industrielle. Et nous pouvons voir que lors de l'introduction de l'euro, l'Italie s'est littéralement cassé la figure, la France aussi, mais dans une moindre mesure, on va dire, mais que l'Allemagne, par enchantement, a décollé. Pourquoi? Parce que l'Allemagne était basée sur une monnaie forte et que l'euro a été basé sur le Deutschmark, qui était donc une monnaie forte. Voilà. Et que le franc était une monnaie plus faible que le Deutschmark, ce qui a conduit pour la France à un désastre industriel, parce que la monnaie ne reflète pas notre économie. C'est-à-dire qu'on avait des productions industrielles qui étaient relativement... À cause des dévaluations constantes. Voilà, qui étaient relativement convergentes. Enfin, elles montaient tout ensemble, de 1950 à 2000, la production industrielle espagnole, française, italienne, etc. Voilà, était parallèle. Elles étaient comme un petit serpent. C'est un petit serpent, ça montait de 3,5-4% par an partout. Et puis on met arrive l'euro. Et pam. Et là, on voit l'Allemagne qui fait comme ça et l'Espagne qui fait comme ça. Et là, l'Espagne et l'Italie, ce qui fait que l'Italie s'est retrouvée aujourd'hui à 70% de sa production industrielle il y a 20 ans. Parce que l'euro a commencé il y a 20 ans. La France, pareil. Donc vous vous dites, mais ils ont fait d'un système qui s'ajustait naturellement à travers des taux d'intérêt et des taux de change. Tu sais, c'était le rôle des marchés de trouver le niveau d'équilibre. Ils ont bloqué tout ça et ils ont fait un système où les variables d'ajustement, c'est devenu les profits des sociétés d'un côté, l'emploi de l'autre et les déficits budgétaires. Donc les pays déficitaires, comme la France, et qui ne font pas l'effort pour redevenir compétitifs, se retrouvent avec des déficits budgétaires qui explosent, et un de ces quatre, on va sauter. Ils se retrouvent dans des déficits budgétaires et ils se retrouvent dans ce dont tu parles souvent, c'est-à-dire une trappe à dette. Une trappe à dette. L'Italie, aujourd'hui, c'est-à-dire se retrouve avec la montée des taux, avec une dette à financer qui devient... beaucoup plus, dont le taux est très supérieur à son taux de croissance. Donc vous imaginez, vous avez souscrit une dette qui vous fait payer 10% par an et votre salaire augmente de 3% par an. Au bout d'un certain temps, vous allez avoir du mal à payer, vous allez sauter, c'est pas possible autrement. C'est ce qu'on appelle une trappe à dette, c'est quand le taux d'intérêt est au-dessus du taux de croissance. Et là, je voudrais faire un développement qui va être un petit peu long pour expliquer ce qui risque d'arriver et pourquoi on vous reparle de l'euro et des monnaies aujourd'hui. Parce que il se passe des phénomènes dans le monde qui vont amener à une hausse des taux d'intérêt réels, c'est-à-dire déduction de l'inflation, très forte. Et ça, c'est un truc que l'Europe ne peut pas supporter. Bon, alors, je vais vous expliquer rapidement. Je vous ai parlé de l'Union soviétique, de la Russie qui envoie maintenant ses matières premières vers l'Inde. Vous savez, de cette espèce d'immense arc qui va partir de la Russie, qui va passer par la Turquie, puis par le Liban, puis la Syrie, l'Irak, le Pakistan, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Tout ça, ça va connaître un développement absolument inimaginable. Bien. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans? Il y a 20 ans, les pays asiatiques ont fait faillite. Et alors, les pays asiatiques se sont dit, plus jamais, je n'aurai des déficits extérieurs. Je ne veux plus jamais avoir affaire au FMI. Pour ne jamais avoir des déficits extérieurs, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ta monnaie très sous-évaluée. Comme ça, tu vends comme des fous. Tu te fais des réserves de change. Et tu achètes des obligations. Et un petit peu d'or. Et un petit peu d'or. Tu achètes des obligations aux États-Unis ou en Europe en te disant comme ça,
J'ai pas besoin de l'UFMI, jamais. Donc c'est ce qu'ils ont fait ça pendant 20 ans. Donc ils ont des réserves de change absolument incroyables. Mais surtout, ils ont investi quelque chose comme 5 000 milliards de dollars dans nos marchés obligataires. C'est bien aimable de leur part. C'est bien aimable de leur part. Mais ça veut dire que nos taux d'intérêt ont été beaucoup plus bas que ce qui serait s'ils n'avaient pas mis ces 5 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, ils disent, bon, ben ça va bien les gars, d'abord on a des réserves. Autrefois, on ne savait pas quoi faire du pognon. Mais maintenant, il y a toute cette zone où il va y avoir plein de pognon à gagner. Donc on va aller l'investir là-bas. Et donc ils liquident nos obligations. Et quand l'Allemagne s'est réunifiée, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, les marchés automobiles, des actions étaient fous de bonheur. Ils se sont dit, 20 Dieu, qu'est-ce que c'est bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'Allemagne de l'Ouest avait des excédents d'épargne qu'elle plaçait à l'étranger. Donc ça faisait baisser les taux partout dans le monde. À partir du moment où il a fallu redévelopper l'Allemagne de l'Est, Zoom, tous les excédents d'épargne ont été rappelés. Et remontée des taux. Et les taux d'intérêt sont montés de 400 points. Alors que c'était pas énorme l'Allemagne de l'Est, c'est-à-dire de 4 points. On est passé de 4 à 8 sur les taux d'intérêt. C'était quand ça? C'était en 92, 93, 91 et 93. Du coup, tous les marchés des actions se sont pétés la gueule dans le monde entier. Mais c'était entre guillemets de la faute de personne. C'était de la faute de personne, simplement que les Allemands ils avaient quelque chose à développer chez eux. Et donc là, tu penses que chez les Asiatiques, ça va faire le même coup que l'Allemagne? C'est-à-dire que les Asiatiques ils vont liquider les obligations et faire monter les taux. D'abord, ils vont dire j'investis plus en Europe parce que je préfère investir en Turquie parce que là, je vais gagner plein d'argent. Et puis en plus, s'ils ont beaucoup besoin de beaucoup de liquidité, ils vendront nos obligations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos taux d'intérêt réels sont à 0. Déduction faite de l'inflation, elle est à peu de choses près. Mais demain, ils vont être à 6 ou à 4. Et la BCE ne pourra rien faire. La BCE peut rien faire, la Fed peut rien faire. C'est simplement un rapport entre l'offre d'épargne dans le monde et la demande d'épargne. Ce que je veux dire par là, c'est que la hausse des taux d'intérêt réels qui s'annonce, elle est inéluctable et personne n'y peut rien. C'est simplement que la rentabilité du capital investi vient d'augmenter brutalement dans le monde parce qu'il y a ce lien entre la Russie et l'Asie et l'océan Indien qui se fait. Avant, ils ne pouvaient pas, parce qu'ils ne se parlaient pas. Enfin, il veut dire c'était... Maintenant, donc, c'est fait. Ce lien existe. C'est une conséquence de la guerre ukrainienne, à laquelle ils n'avaient pas pensé. Oui. De toute façon, attends, tu me fais rire. Auxquels ils n'avaient pas pensé, ont-ils même pensé aux conséquences que ça aurait sur l'énergie et donc sur l'inflation et donc sur les gens non, ils n'ont pensé à rien, donc ils ont fait ça. Et maintenant, ils se retrouvent avec des perspectives d'investissement gigantesques. Par exemple, les gens me disent où il faut acheter de l'immobilier. Je leur dis aujourd'hui à Beyrouth, quoi. Et surtout pas en France. Il ne faut pas acheter en France. Pourquoi? Parce qu'il y a une bulle immobilière, c'est-à-dire que l'immobilier est, on va dire, trop cher par rapport à sa vraie valeur. Cette bulle immobilière finira sûrement par éclater dans les prochaines années, et même, je dirais, en même temps que l'euro. Et selon ma théorie, si l'euro explose, les taux d'intérêt vont monter, les banques ne pourront plus prêter aux ménages, et les crédits immobiliers seront inaccessibles, ce qui conduira à une baisse du prix de l'immobilier, car les Français ne pourront plus emprunter pour acheter. Et donc, l'immobilier s'effondrera. C'est pas cher. Oui. Et parce que le Beyrouth, ça va redevenir ce que ça a toujours été, le lien entre le sud et le nord du monde arabe. Donc, je me dis, ça va être tout à fait extraordinaire, mais la hausse des taux d'intérêt réels qui se profile est telle qu'elle va être, en tout cas, ils vont être supérieurs à 4% réels. Et la France, les États-Unis, l'Italie, la Grande-Bretagne, ça, ne peuvent pas supporter des taux d'intérêt au-dessus de 2 réels. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, je sais pas ce qui va se passer, mais nos monnaies vont absolument s'écrouler. Les rentiers européens vont se ramasser une gamelle extraordinaire, mais par contre, les monnaies vont tellement baisser que les airs liquides vont gagner de l'argent gros comme elles en allant vendre à ce truc-là. Donc, il va y avoir un transfert de richesse gigantesque qui s'annonce des rentiers européens vers les producteurs européens, qui est exactement l'inverse de ce qui s'était passé en Asie, ou en Asie en 2000, là, quand ils ont sauté, il y a eu un transfert de richesse gigantesque des rentiers asiatiques vers les producteurs asiatiques. Donc on a la même chose, mais 25 ans après qui arrive. Maintenant, on a ces espèces de contraintes qu'on a mises sur les économies partout, et on rentre dans un monde de forte croissance. Mais nos systèmes ne peuvent plus prendre de la forte croissance. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont plus suffisamment flexibles, on les a tellement coincés. Mais petite précision, surtout que l'objectif de la BCE n'est clairement pas la croissance et la prospérité économique. C'est un argument fallacieux qui est évoqué par les européistes. Mais l'objectif de la BCE, c'est l'inflation à 2%. C'est l'inflation la plus basse possible. Or, ce que j'ai pu voir pendant mes années d'études, il y a 2 ou 3 ans, en macroéconomie, de mémoire, une inflation qui est aux alentours de 4% en France nous serait bénéfique, car elle augmenterait la croissance et diminuerait le chômage. De mémoire, c'est la loi d'Okum et la courbe de Phillips. Renseignez-vous à ce sujet.
Parce que si mes souvenirs sont bons, si j'ai bien retenu mes leçons d'économie, euh, en théorie, une inflation de 2% nous maintient vers les 7 et 8% de chômage. Et une inflation de 4% pourrait nous faire descendre en dessous des 5% de chômage, donc être en situation de plein emploi. On va se trouver dans la situation d'un type à qui on demande de courir et qui pèse 180 kilos, quoi. On lui dit, allez, on va faire un petit 100 mètres. Ben, il peut pas bouger, il est mort. Il est mort. C'est un peu, c'est-à-dire que, voilà, dans le fond, c'est la chute de l'Union soviétique. Oui. Alors, revenons à l'euro proprement parlé. Oui. Si on devait sortir demain, S'il disparaissait. S'il disparaissait, ou C'est voilà, le truc le plus probable. Hein. On se retrouverait à avoir, dans les conséquences d'une sortie, ça serait la réévaluation d'un taux de change. Donc on aurait une dépréciation, une appréciation des monnaies nationales. C'est même pas sûr. Alors là, c'est ce que j'en dis beaucoup aux gens. Bon, il y a 10 ou 15 ans, on aurait dévalué contre l'Allemagne. Oui, on serait descendu à moins 15, moins 20, et l'Allemagne aurait fait plus 15, plus 20. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, c'est même pas sûr, parce que d'abord, ils ont une démographie abominable, ils ont plein de retraités. Aujourd'hui, ils sont dans une crise très grave parce que ils se sont tirés une balle dans la tête en acceptant d'axer les voitures électriques. Ils dominaient le monde de la voiture mondiale, mais maintenant tout le monde s'en fout, plus personne veut des voitures à moteur à essence. Ils ont fermé leurs centrales nucléaires, ils ont tué leur filière nucléaire qui était menée par Siemens avec Madame Merkel. Ils sont fâchés avec la Russie, donc ils n'ont pas de possibilité d'avoir des matières premières. Oui. C'est là qu'on voit que en fait c'est le début de la fin pour l'euro, puisque l'Allemagne veillait à sa survie. Or, lorsqu'on regarde la situation de l'Allemagne aujourd'hui, à cause de leurs décisions désastreuses d'arrêter le nucléaire, de devenir dépendant du gaz russe et de faire des sanctions par la suite contre la Russie, ils se retrouvent dans une situation où leur énergie est hors de prix et leurs industriels partent. En fait, l'Allemagne est en train de se désindustrialiser à cause de ça. Et à cause de l'UE, qui interdit aux États membres de contrôler leurs mouvements de capitaux par article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En fait, l'Allemagne est victime de ce que la France était victime, et toujours victime aujourd'hui, et plus que jamais d'ailleurs, parce qu'on voit que nos industriels n'investissent plus en France, qu'ils font pousser des entreprises partout hors d'Europe, ou en Europe, mais dans des pays à bas coût, donc l'Europe de l'Est. En fait, l'Allemagne est victime, tout comme de la France, du capitalisme à outrance de l'Union européenne et des décisions américaines en termes de géopolitique. Et donc la fin de l'euro s'annonce parce que l'Allemagne ne peut plus payer. L'Allemagne était là pour s'assurer que l'euro fonctionne avec ses exportations faramineuses. Maintenant, c'est fini. Et donc, ce que je veux dire, c'est que si l'euro disparaît et que quelqu'un de raisonnable prend le pouvoir en France et dit voilà ce qu'on va faire, compte tenu des atouts de la France qui sont réels, je suis même pas certain que on baisserait vis-à-vis des autres, tu vois, on monterait probablement vis-à-vis de l'Italie, on monterait vis-à-vis de l'Espagne, voilà. Et peut-être même vis-à-vis de l'Allemagne, parce qu'ils sont dans une telle merde, les Allemands, qu'on monterait peut-être vis-à-vis de l'Allemagne. Voilà, donc ça, pour le taux de change, ça serait... C'est-à-dire que le rentier français, il pourrait aller passer ses vacances en Italie, en Espagne, moins cher. Après, entendons-nous bien, une dépréciation, une dévaluation, quelque part, vis-à-vis d'une autre monnaie, c'est pas forcément le bout du monde. En fait, ce qui est embêtant, c'est pour les produits qu'on importe. Voilà, c'est-à-dire là, ça veut dire que, par exemple, tout ce qu'on importe d'Asie, comme il y aurait une réévaluation très forte des monnaies asiatiques, ça va être difficile d'aller passer ses vacances en Thaïlande. Hein. Ce serait plus difficile aussi pour Alibaba. Il y a des tas de gens aujourd'hui qui servent d'Alibaba pour acheter des produits sur le catalogue d'Alibaba, là, qui est infini, en Chine, et qui sont pas chers du tout, qu'il faut livrer directement ici. Voilà. Là, ça serait peut-être ça cesserait d'être pas cher du tout chez Alibaba. Et donc, ça cesserait d'être pas cher aussi chez Decathlon, et ainsi de suite. Bon, maintenant, pour l'alimentaire, pour les produits, par exemple, qui sont les nôtres, ça changerait pas grand-chose. Je pense pas qu'il y aurait vraiment... Surtout si on foutait la paix aux paysans et qu'on abolissait, qu'on fermait les affaires. Je pense pas que ça changera quelque chose aux poireaux, aux pommes et aux lentilles. Mais, et quant aux voitures, de toute façon, on n'a plus le droit d'en acheter. Puis quand on achète, on t'empêche de rouler en mettant des travaux partout. Alors, aussi, quelque chose à mettre en exergue, c'est que une sortie de l'euro ne veut pas dire qu'on ne serait pas forcé de faire des réformes extrêmement importantes dans les dépenses de l'État et dans, quelque part, la gestion de l'État. On sera obligé de les faire. Voilà. Non, mais attends, laisse-moi finir, parce que les partis aujourd'hui qui sont pour une sortie de l'euro, comme le Frexit, d'Asselineau, pour autant, ne font pas suivre ça par une réforme structurelle des dépenses de l'État. Or, les deux sont absolument nécessaires.
C'est bien vrai, notre système est devenu défaillant depuis un certain moment. Et il faut réformer tout ce qui ne va pas en France. La France est le pays le plus imposé du monde, où il y a le plus de taxes, d'impôts, etc. Et pourtant, les services publics sont défaillants, sont de moins bonne qualité, de jour en jour. Et ça veut dire qu'il y a une fuite dans le système. Pourquoi, avec tous les milliards d'impôts que la France collecte, les milliards de taxes que la France collecte, pourquoi la France n'a pas les meilleures infrastructures du monde? Pourquoi la France est en plein déclin? Et il faut faire un audit dans les comptes de l'État français et voir ce qui nous coûte de l'argent, ce qui est superflu, ce qui marche pas. Il ne sert à rien de dire sortons de l'euro, nous réglerons tout. Pas du tout. La façon dont ce pays est géré ne va pas du tout non plus. Donc une sortie de l'euro demande aussi des réformes structurelles. C'est-à-dire pour une raison très simple, c'est que dès qu'on sort de l'euro ou que l'euro disparaît, mais il y a quelque chose qui est important, c'est que les gens qui ont créé l'euro, et Attali s'en est vanté à plusieurs reprises dans des discours, ce qui prouve qu'il est vraiment bête. On fait l'euro de telle façon que si l'euro disparaît, s'il saute, l'Europe disparaît. Puisque si vous sortez de l'euro, si vous avez été dans l'euro et que vous en sortez, vous sortez de toutes les institutions européennes ipso facto. Ce qui est tout à fait étonnant. Donc ça veut dire que si pour X, Y, Z, l'euro ne tient plus, et que personne ne sort, mais il disparaît. Plus personne n'en a sur la marche parce que ça devient impossible. Hein. On se rend compte que c'est une impossibilité technique, on n'y arrive pas. Donc les monnaies nationales réapparaissent. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là à la construction européenne? Puisque si l'euro disparaît, la construction européenne n'existe plus. Le Bruxelles n'existe plus, plus rien n'existe. On se retrouve devant une page blanche. Donc il faudra à ce moment-là qu'on ait des gens de qualité, des diplomates, qui se réunissent entre eux et qui disent, bon, il y avait un certain nombre de trucs qui ont marché en Europe, il y en a un certain nombre de trucs qui n'ont pas marché, on va essayer de garder ce qui marchait et de virer ce qui marchait pas. Mais ça va être très difficile. J'en veux beaucoup à tous ces gens-là, parce qu'en créant toutes ces institutions européennes pour bloquer avec l'aide de l'euro, etc., les dettes communes qui étaient interdites, eh bien, ils ont mis en danger l'Europe que j'aimais bien d'avant, qui était l'Europe de la subsidiarité. C'est-à-dire qu'on va tuer, on va tuer le mauvais cochon, en quelque sorte. C'est eux qu'il fallait tuer, mais en fait, on va tuer un cochon qui n'était pas si malsain que ça, celui d'avant. Comme la grande question qui va se passer aux politiques dans les années qui viennent, c'est si l'euro disparaît, comment on essaye de maintenir une partie de l'acquis européen qui était pas mal. Alors, la dernière question qui est quand même importante et qui revient, c'est si nous devions revenir à un franc, une monnaie nationale, ça serait la relabellisation de notre dette. Et quelque part, le risque aussi encouru sur une hausse de cette dernière. Nous sommes aujourd'hui effectivement très lourdement endettés sur les marchés et ces dettes ont été émises en euros. Toutefois, il existe une loi qui s'appelle la Lex Monetae. Plus vieille des lois. Qui dispose que n'importe quel État peut aujourd'hui décider d'émettre sa propre monnaie sans aucun étalon prédéfini. C'est même pas ça, c'est qu'il dit que la dette française est dans la monnaie qui accourt dans l'État souverain français. C'est-à-dire que si demain l'État français décide que la monnaie c'est le franc français, la dette française est ipso facto immédiatement transférée en franc français. Les partisans de l'euro disent que ce serait une catastrophe de sortir de l'euro, de passer au franc, que ce serait impossible de convertir toute notre dette en francs. Alors j'ai une question pour vous. Comment avons-nous fait pour passer notre dette du franc à l'euro? Même si notre dette était nettement inférieure, nous avions bien une dette en francs. Comment avons-nous fait? Le raisonnement est complètement idiot parce qu'il n'y a pas eu de catastrophe. Et il faut faire un profilage de la dette française, comme le propose Asselineau, c'est-à-dire qu'il faut faire venir les créanciers, leur dire bon, qu'est-ce qu'on fait, discuter, négocier, et peut-être aussi annuler les 15-20% de dettes détenues par la Banque de France. Voilà. Mais la catastrophe de la dette, si on passe de l'euro au franc, c'est une supercherie, c'est une connerie. Et on n'en a rien à foutre du fait qu'elle était en euros. À ce moment-là, ça veut rien dire. C'est-à-dire que, encore une fois, la dette française est dans la monnaie de l'État souverain français. Et si l'État souverain français décide que c'est plus l'euro, c'est le franc, et très important, cela ne peut pas être considéré légalement comme un défaut. Non. C'est une relabellisation de cette dette dans la monnaie qui accourt à l'instant T. Et pour les contrats qui auraient été émis... Ils sont transférés instantanément. Alors, dans ces cas-là, tu peux avoir recours, si ça a été émis dans un autre... Si ça a été émis, par exemple, à Londres, une dette en euros d'une société française, à ce moment-là, c'est le droit anglais qui s'applique. Et dans ces cas-là, tu dois effectivement mais je crois que c'est un petit delta, on est sur 4%. 4 ou 5% des dettes émises. Et c'est surtout
des dettes du secteur privé. C'est pas des secteurs. Voilà. Il y a pas Et dans ces cas-là, effectivement, il faudrait demander un arbitrage. Les monnaies qui se sont mis dans des espèces de carcans imbéciles ou qui ont accumulé des dettes pendant les périodes où c'était facile devraient connaître des problèmes. C'est tout ce que j'essaie de dire aux gens, donc c'est un peu bête de les avoir, quoi. Alors l'autre chose aussi, c'est combien ça nous coûterait cette affaire. Je rappelle quand même que la gestion du Covid et ainsi de suite, en tout cas depuis que M. Macron est au pouvoir, nous a coûté, alors attention, 700 milliards d'euros. 700 milliards d'euros. Donc depuis que M. Macron est arrivé aux affaires, la France a augmenté sa dette de 700 milliards. C'est inimaginable. Et on n'a rien de plus, hein. Et non, ça serait, c'est pas comme si les écoles fonctionnaient mieux, les hôpitaux et ainsi de suite. Donc là, le coût d'une sortie de l'euro serait à peu près pour la France de 20 milliards. Donc c'est de l'argent, je ne dis pas, mais je rappelle que 20 milliards par rapport à 700 milliards M. Macron a dépensé là il y a peu, c'est peanuts. Et surtout, ça serait pour récupérer une souveraineté. Et ça se retrouve toute notre souveraineté, et donc les entrepreneurs français peuvent à nouveau bâtir des usines en France. Parce il y aurait toute une série de choses qui se mettraient à jour et à prix. Donc vraiment, moi je regarde ça. Et on aurait le potentiel à nouveau d'avoir le contrôle de notre monnaie, ce qui permet de faire des dévaluations, des injections. On est libre et on peut à nouveau un petit peu influer sur nos vies. Et il y a une sanction sur ceux qui gèrent mal. Parce que pour l'instant, M. Macron il a fait n'importe quoi, mais l'euro il n'a pas bougé. En franc français. Donc ce système de l'euro a été bâti par une classe administrative pour pouvoir foutre en l'air la monnaie sans en subir la sanction dans les votes. Ben voilà, c'est ce à quoi on assiste. La bonne nouvelle, ça risque d'arriver à sa fin. C'est en train de se terminer. C'est ta fameuse phrase, il vaut mieux la fin dans l'horreur qu'une horreur sans fin. Exactement. Et l'euro... Alors écoute, moi je croise les doigts parce que... à chaque fois, on se dit, ça va... Qu'est-ce qu'ils vont inventer encore? Qu'est-ce qu'ils vont inventer encore? Alors, qu'est-ce qu'ils vont inventer encore et sur lequel vous devez rester extrêmement vif et alerte, c'est la mutualisation des dettes. Si vous voyez arriver... Parce que ça peut paraître une bonne idée. On se dit, bon, bah voilà, mettons tous nos goûters en commun, comme ça on aura un gros truc bien dégueulasse pour tout le monde. Et surtout, ce qui se passe, c'est que celui qui a amené un bon goûter pour lui, et il y en a deux dans la classe là, qui n'ont pas amené de goûter, ben, lui, il se retrouve avec moins de goûter, les autres en ont plus. C'est pour ça que les Allemands sont pas du tout d'accord pour la mutualisation de la dette. Hein. Mais encore une fois, vous n'êtes pas d'accord, vous l'aurez quand même. C'est ce qu'ils nous ont fait avec Lisbonne. Et surtout, ça nous permettrait, s'il y avait ça, comme il y aurait toute une classe qui serait complètement dévalorisée, toute cette classe qui nous a amené dans ce merdier dans lequel on est, eh ben, on pourrait peut-être voir surgir des nouvelles têtes politiques. Oh là là, mon Dieu. Hein, on pourrait voir, on les renverrait, on dirait allez, vous allez. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais quand je vois des gens parler au nom de Renaissance, des partis de Macron, j'ai toujours l'impression de voir la même personne. C'est-à-dire que je confonds les ministres, quand je vois Olivia Grégoire ou l'autre, je confonds tout, parce qu'ils parlent de la même façon, ils sont interchangeables, ils ont le même goût, ils ont la même tête, ils ont les mêmes costumes. Plus personne n'a de saveur, d'odeur, c'est les mêmes, c'est des clones. Le gros problème, en France, c'est que les médias sont détenus par des grandes fortunes qui ont intérêt à passer ces marionnettes pour diriger la classe politique française. L'UE leur est bénéfique dans la mesure où elle est hyper capitaliste et corrompue. Ils peuvent délocaliser leurs entreprises, faire de l'évasion fiscale, tout ça, grâce à l'UE qui interdit aux États membres de contrôler les mouvements de capitaux. Ils ont donc intérêt à mettre sur la scène politique française des personnes incompétentes, sans saveur et surtout malléables. Malléables, c'est ça le mot. Mais il n'y a pas que les grandes fortunes françaises, il y a aussi les intérêts étrangers, les grands groupes américains qui ont intérêt à ce que l'UE soit ultra-capitaliste pour acheter les fleurons européens, les fleurons français. Toutes ces influences font que les médias mettent en avant tel ou tel candidat plutôt que tel ou tel candidat, tout simplement. Voilà, écoutez, c'était une émission pour vous dire que quelque part, des solutions, il peut y en avoir. Et que si on ne les trouve pas, elles vont s'imposer à nous. C'est parce que les gens disent, mais je veux pas de ça, mais il y a des moments où on doit accepter des choses qui nous sont, parce qu'on n'a pas accepté les petits efforts il y a longtemps, ben, on prend une énorme claque aujourd'hui. Ben, je crois je peux me tromper, bien entendu, mais je crois que nous nous rapprochons de plus en plus de l'énorme claque et que ça sera une bonne nouvelle. J'espère que ce format vous aura plu. Alors pourquoi maintenant je fais des réactions de vidéos? Tout simplement parce que je commençais à avoir des problèmes avec les droits d'auteur. C'est-à-dire que moi, en fait, l'objectif de ma chaîne, c'est de diffuser l'idée du Frexit, de la sortie de l'euro, de l'OTAN, etc. Et pour ça, je prends des vidéos qui sont déjà disponibles sur YouTube, qui durent peut-être entre 1 heure et 2 heures, et je les résume en 30 minutes. Enfin, j'essaie de faire des condensés ou des best-of, des compilations de vidéos. Voilà. Et j'ai remarqué que je commençais à avoir des atteintes pour droit d'auteur. Donc,
contenu de la loi, j'ai le droit de réagir à des vidéos sans pour autant tomber sous le coup des droits d'auteur. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation.